Bonjour tout le monde, bienvenue à Deux Fiscalistes, un podcast. Aujourd'hui, je suis avec Professeur Reggie et Ruben Antoine. Donc, je vais me présenter également, Jerry. Ruben Antoine, aujourd'hui, on a la chance d'avoir Ruben qui est CFA et CPA. Donc, c'est quand même un profil que j'ai rarement vu dans la profession. Très content de l'avoir, très content de pouvoir te discuter avec toi aujourd'hui pour que tu puisses nous partager tes connaissances. C'est l'objectif. Donc, on va commencer par quelques questions plus personnelles sur toi. C'est quoi ton parcours académique puis professionnel en général? Ben, premièrement, avant de dire mon parcours, je veux vous remercier de m'avoir invité sur le podcast. C'est vraiment un plaisir. Oui, pour parler un peu de moi, mon parcours académique, professionnel, académique, je suis allé étudier en affaires au HEC. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, au HEC, il y a comme un tronc commun où tu étudies en business, en affaires en général. Et au fur et à mesure que tu t'approches de la dernière année, tu dois faire une spécialisation. Donc, il faut choisir soit aller en marketing, en ressources humaines, toutes les branches là des affaires, en GOP, en finance ou en comptabilité. Donc, moi, pendant que j'étais au HEC, j'ai réalisé que je voulais aller dans les chiffres, mais je savais pas si je voulais aller en comptabilité ou en finance. Puis après quelques recherches, je me suis dit, écoute, comptabilité, ça te donne une job sûre, un salaire quand même décent. Je vais aller en comptabilité. Donc, j'ai fait mon bac au HEC. Pour avoir le titre CA, qu'on appelle CPA maintenant, il fallait faire un DESS, qui est un an de plus. J'ai fait le DESS. Et pour avoir le titre CA, dans le temps, il fallait aussi faire 2 ans de stage dans un cabinet comptable. Donc, je suis allé faire 2 ans de stage dans un cabinet comptable. Donc, c'est un peu ça mon parcours académique, si je peux dire. En termes de parcours professionnel, donc on commence à travailler en cabinet comptable ici à Montréal, un petit cabinet dans l'est de l'île. J'ai fait mon 2 ans. Il fallait faire ces 2 ans-là en audit, en vérification comptable. Donc, on va voir des compagnies, on regarde leurs livres comptables, leurs états financiers, etc. Et puis après, j'ai eu une opportunité, en fait, à la base, originellement, mes parents viennent d'Haïti. J'ai toujours voulu retourner travailler dans les Caraïbes, peut-être pas en Haïti parce que c'est le chaos là-bas. Ouais. Et c'était le chaos dans le temps là-bas. Mais je voulais toujours retourner dans les Caraïbes et j'ai vu qu'il y a beaucoup de comptables. En lisant des articles, j'ai vu qu'il y a beaucoup de comptables qui allaient travailler dans différentes îles. On cherchait beaucoup de comptables dans les îles comme les Bermudes, les îles Vierges, les Barbades, les îles Caïmans. Puis j'ai eu l'opportunité en parlant avec différentes personnes, il y avait une opportunité pour aller travailler pour une grande firme comptable de Deloitte aux îles Vierges. Et j'ai été très chanceux d'avoir eu cette opportunité-là. Donc, j'ai déménagé aux îles Vierges pour travailler. Donc, nos clients, c'était beaucoup des fonds d'investissement. Donc, on faisait l'audit de ces fonds-là. Et c'est là que, vu que je commençais à être exposé dans le monde de l'investissement, mais à travers les yeux d'un comptable, que j'ai réalisé que ce qui me passionnait vraiment, c'était l'investissement. Donc, c'est à partir de là que je me suis dit que j'aimerais peut-être faire un petit transition de carrière de la comptabilité, la vérité vers l'investissement. Donc, j'ai commencé à considérer de faire mon titre CFA parce que, veux ou pas, si je veux appliquer pour des jobs en investissement, on va avoir un CV de comptable. Donc, je voulais ajouter un peu une expertise en finance, en investissement sur mon CV. Donc, pendant que j'étais aux îles Vierges, il y a un de nos clients qui était un fonds qui était basé à Londres, en Angleterre. J'étais allé en voyage d'affaires des fois en Angleterre. Puis, quand j'ai fini mon contrat aux îles Vierges, je me suis dit, écoute, j'ai bien aimé cette ville-là quand j'y allais 1 mois ou 2 par année. Pourquoi pas essayer d'aller faire une expérience de travail là-bas? Et vu que rendu là aussi, je savais que je voulais aller en investissement. Londres, c'est quand même le 2e plus grand financier au monde après New York. Ah, je pensais que c'était le premier. Ben, c'est un peu comme quand on parle des hommes les plus riches ou des femmes les plus riches du monde. Ça change d'un an en an. Donc, New York et puis Londres, des fois, dépendant des classements que tu regardes, c'est New York, c'est Londres. Mais c'est un des plus grands. Donc, oui. Donc, j'ai déménagé là-bas aussi pour travailler pour un fonds d'investissement. Et puis, de là, j'étudiais pour devenir CFA. Et puis, éventuellement, je suis venu ici à Montréal. Puis, j'ai continué dans ce domaine-là, dans le domaine de la finance. Mais en termes de personnalité, honnêtement, moi, je trouve que ça prend quand même juste le mot anglais, du guts. Je sais pas comment le traduire en français, mais du culot pour se mettre à dire, OK, premièrement, j'ai fait mon CPA, je m'en vais aux îles Vierges britanniques. T'as probablement jamais eu de contact avec les îles Vierges à ce moment-là. Quand quelqu'un, comme j'ai dit, là, j'envoyais des CV un peu partout, mais celle-là, j'en parlais à mes amis, puis quelqu'un m'a dit, hey, je connais quelqu'un. Quand ils m'ont dit îles Vierges, je savais même pas c'était où. Comme, tu sais, tu connais les gars, Cuba, Jamaïque, mais îles Vierges, après, je suis allé voir
dans la map, là, Google, tu zoomes, puis là, tu vois, là, 2 petites pierres, là, 2 petites roches, là, à côté de Porto Rico, là. Puis je dis, oh, OK, ben. Mais t'as regardé après avoir eu la job ou avant? Avant d'avoir la job, mais quand qu'on m'a parlé de l'opportunité. Okay, puis là, j'étais en train d'appliquer, puis de préparer les entrevues, puis mais vu ou pas, c'est une bonne question. Là, je parlais avec une Québécoise qui me faisait l'interview, qui a déménagé là-bas, puis je disais, c'est comment la vie, il y a quoi? Elle disait, en fait, c'est une archipel, hein. C'est les îles Vierges, il y en a beaucoup d'îles, mais l'île principale, il y a 30 000 personnes. J'étais comme, OK, c'est petit. Elle dit, en 45 minutes, tu fais le tour de l'île en auto. J'étais comme, OK. Donc, c'est, mais pour le côté du culot, c'est sûr que, tu viens de finir l'université, j'avais pas encore acheté ma maison, t'as pas encore d'enfants. Pour moi, c'était beaucoup plus facile que, mettons, si maintenant, je dois déménager, là, c'est comme, il faut enlever les enfants de l'école et tout. Donc, oui, ça prend un certain courage, mais j'avais cette envie-là, là. J'ai toujours voulu, en fait, quand j'étais au HEC, il y a des gens qui faisaient les programmes d'échange, là, tu sais, ils peuvent aller faire une partie de leur bac à l'extérieur, dans une autre université, dans un autre pays. J'ai pas eu l'opportunité de le faire, mais j'ai toujours voulu expérimenter ça, aller vivre un moment ailleurs. Donc, le titre CA permettait de le faire parce que on en cherche partout dans le monde, même quand on le fait ici, c'est un petit truc connu. Donc, ça m'a. Mais tu minimises quand même la portée, là. Comme tu dis, mais c'était simple et tout. Il y a quand même pas énormément de CPA, CA que je connais aujourd'hui qui ont dit comme, moi, j'étais aux îles Vierges, moi aussi, j'étais à Londres, là. J'ai bu tranquille. Moi, j'ai bu tranquille, j'étais à Londres. Et puis, by the way, j'ai fait le CFA après, là. C'est moi, le plus loin qu'on m'a envoyé, c'est Quatico. On n'est pas dans la même région. Ouais. CFA, est-ce que c'est un titre qu'on entend moins parler? C'est quoi un CFA? Un CFA, c'est pour Chartered Financial Analyst. C'est sûr qu'en français, des fois, on essaie de le traduire analyse financière agréée, mais en fait, CFA, c'est quand même, dans le monde de la finance et de l'investissement, c'est le titre le plus connu. C'est connu mondialement. C'est un examen qui est fait partout dans le monde. Chaque année, il y a des milliers, centaines de milliers de personnes qui le font. Et quand quelqu'un veut aller en investissement, là, en investissement, il y a différentes spécialisations. Là, mais en général, c'est un titre qui est recommandé. Puis c'est ça, là, quelqu'un peut le faire. Moi, j'ai fait une partie à Londres, j'ai fini ici, c'est le même examen partout dans le monde. Puis, un examen? Je pensais que c'est plusieurs. C'est 3 examens. Qui peut se faire sur 3 ans ou un peu plus vite si on est prêt à en faire 2 par année. Mais ce que je veux dire, c'est pas un examen, c'est une certification qui est connue partout dans le monde, mais ça prend 3 examens pour l'avoir. Quand même. Donc, expert en comptabilité, expert en finance. Et Jerry a oublié un autre titre aussi qui est assez fondamental, qui est ton travail actuellement. Ah oui. Gestionnaire de portefeuille. Oui. Je suis tellement content de t'avoir. Parce que une des choses que depuis que j'ai mon titre comptable qu'on me dit puis que je dois expliquer à chaque fois aux gens, puis je suis sûr, Jerry, que ça t'est arrivé puis ça t'est arrivé à toi, le monde dit t'es dans le temps, t'es CA? Ah oui, dans quoi je devrais investir? Dans quoi il faut que je mette mon argent? Je peux-tu te donner mon argent? Et là, d'expliquer, je suis comptable, je n'ai aucune espèce d'idée de quel titre boursier ou quel type d'investissement ou quel secteur en ce moment est in pour l'investissement. Toi, tu as l'opportunité d'être CPA, expert en comptabilité, CFA, expert en finance et d'être gestionnaire de portefeuille. Donc, tu es la personne qui peut répondre à cette question-là. Dans quoi il faut investir? Ben, la première chose que je vais dire par rapport à ta remarque, puis je la comprends très bien, c'est que il y a beaucoup de personnes, il y a 2 choses. Il y a beaucoup de personnes, leur comptable, on va se le dire, c'est leur personne de confiance. Là. Oui. Puis, même dans notre domaine, quand on regarde les études, quand les gens doivent faire des sondages pour dire quel type de professionnels qui font confiance, il y a beaucoup de personnes sur leur comptable. Donc, dès qu'on parle de leur argent, les gens, des fois, ils veulent demander la question à la personne qui font confiance parce que, justement, il y a plein d'autres personnes qui pensent qu'ils vont peut-être vouloir leur vendre quelque chose. Ça, c'est une chose. Puis l'autre chose, c'est que monsieur, madame, tout le monde, il y en a beaucoup, ils nous mettent tous dans le même panier. Là, que ce soit conseiller en assurance, comptable, dès que c'est les chiffres, c'est comme, ils connaissent l'argent, les chiffres. Donc, je vais demander, c'est peut-être pour ça qu'on se fait demander ça. Mais à ta question, dans quoi qu'on devrait investir, je vais te donner une réponse de comptable, ça dépend. Ça, c'est une réponse de fiscaliste. OK, de fiscaliste, ouais. Ça dépend, parce que ça dépend de la personne, ça dépend de sa tolérance au risque, ça dépend de sa situation personnelle. Et il y a des personnes qui doivent investir dans quelque chose de vraiment pas risqué. Il y a des personnes qui doivent prendre un peu plus de risques parce qu'ils ont... Donc, ça, c'est une autre boîte qu'on peut ouvrir au complet, là. Ça dépend. Puis, des fois, les gens, quand ils posent cette question-là aussi,
c'est parce qu'ils veulent faire de la spéculation. Est-ce que tu connais le titre que je vais mettre qui va exploser? Puis il y en a d'autres, tu sais. Si on le connaissait, tout le monde investirait dedans. Exact. Il y en a d'autres, c'est plus genre, hey, un portefeuille que je veux bâtir, je reçois comme ça dépend vraiment de la situation. Donc, fait que là, il est trop tard pour GameStop, là. Mais même avant, moi, je n'aurais pas recommandé GameStop. Ça, c'est du gambling, là. C'est plus de l'investissement, ça. Ouais. Puis, même pour moi, en fait, un peu dans le monde des finances, mais pas du tout, parce que moi, fiscalité, comptabilité, je considère que c'est deux choses complètement différentes des finances, mais ça mélange tous les titres qui existent en finance. Donc, on parlait un peu au début, donc, PLFIN, qui est planificateur financier, je pense. Tu me disais, t'es gestionnaire de portefeuille également. Oui. Puis, j'imagine qu'il y a un troisième pour ce qui est des vendeurs d'assurance agréés, puis tout. Courtier en placement. Donc, il y a une panoplie de titres. Est-ce qu'il y a des différenciations importantes entre un gestionnaire de portefeuille et les autres? Oui. Ben, en fait, si on adresse rapidement les titres, quand on parle de la finance, premièrement, il y a les titres qui sont réglementés où les professionnels doivent avoir une licence de l'autorité des marchés financiers ou de la Chambre de sécurité financière, donc des régulateurs. Et il y a les titres qui ne sont pas réglementés, comme par exemple quand tu vas sur les médias sociaux, quelqu'un peut se dire je suis coach financier. Coach financier, là, n'importe qui peut se dire je suis coach financier ou je suis influenceur financier. Est-ce que tu les recommandes? Non. Mais non, mais attends, il y a deux choses. Quelqu'un peut se dire coach financier et peut être un ou une très bonne coach financier. Okay. Dans le sens que c'est pas quelqu'un qui va dire investir dans quelque chose, mais ils vont plus le mindset écoute, paye tes dettes. Ils vont donner et ils vont toujours mettre, c'est pas du conseil financier. Ils sont obligés de mettre un avertissement, ce qu'on appelle un disclaimer en anglais, que c'est pas du conseil. Mais il peut avoir quelqu'un, des fois, tu vois, une personne, par exemple, qui a étudié en psychologie, puis qui a lu beaucoup de livres, puis se met coach financier, puis a aidé beaucoup de personnes. Donc, est-ce que je le recommande? Je reprends ça avec nuance. Faut juste comprendre que ces gens-là n'ont pas nécessairement, ils peuvent avoir lu beaucoup de livres, puis être très même connaissants, mais ils n'ont pas nécessairement eu une formation accréditée et ont reçu un stamp d'un régulateur qui dit on vous a testé, puis vous êtes apte à justement faire des recommandations. Donc, c'est ça la différence. Donc, il y a des nuances entre, comme tu dis, qu'est-ce qu'ils peuvent recommander, quels services qu'ils peuvent offrir et quels services... Il y a des choses qu'ils n'ont pas le droit de faire. Exactement. Exactement. Et aussi, quand tu es coach de n'importe quoi, t'as pas de code de déontologie. Exactement. T'as pas de règles. C'est pour ça que je dis, il peut avoir une très bonne personne et intègre, mais il peut avoir d'autres aussi que... Donc, c'est plus difficile de faire la part des choses. Il peut y avoir des gens aussi qui ont une formation qui sont réglementés, mais qui sont des très mauvais conseillers financiers, là. Donc, dans les deux, ils peuvent avoir des bons et tout. C'est juste que... fraude financière, jamais arrivé. Non, mais je parle même pas de fraude, je parle d'être un mauvais conseiller, même si t'as tout, parce que tu prends pas le temps et tout. Mais juste pour revenir à la question, il y a les titres non réglementés, donc coach financier, influenceur. Souvent, les influenceurs financiers dans les médias sociaux, en général, encore une fois, c'est dans les médias sociaux, donc ils veulent faire des hits, donc ils vont parler des choses à la mode, Bitcoin, des choses qui vont faire des vues. Donc, c'est là aussi, est-ce que c'est du conseil ou la personne essaie de plus se bâtir une audience? Donc, il faut faire attention avec ça. Mais ça, c'est les titres qui ne sont pas réglementés. Et ces gens de titres-là, ils n'ont pas le droit de dire qu'ils sont des conseillers financiers. Le terme conseiller financier, ils n'ont pas le droit de le dire. Là, pour revenir avec les titres réglementés, donc là, tu disais gestionnaire de portefeuille, planificateur financier, courtier en placement, en assurance, on voit souvent conseiller en sécurité financière. Ça ressemble beaucoup à conseiller financier, mais le sécurité financière est très important. Représentant en épargne collective, représentant en marché dispensé, il y en a plein, là, il y en a plein. Tous ces gens-là, parce que c'est tous des titres réglementés, ils ont le droit de dire qu'ils sont conseillers financiers. Même si le titre conseiller financier n'est pas réglementé, mais ça les regroupe. Okay. Après les différences, là, vous êtes prêts, là? Donnez-moi deux d'entre eux. OK, j'aimerais ça 3. Ouais, 3, ouais. Mais planificateur financier, courtier en placement et gestionnaire de portefeuille. Gestionnaire de portefeuille et courtier en placement. Oui. Ça. Ben, je parlais de ces 3-là, mais avant ces 3-là, je vais juste parler de un de plus parce que c'est très commun. Le conseiller en sécurité financière. Beaucoup d'entre eux, quand ils parlent avec quelqu'un, ils disent je suis un conseiller financier. Puis un client, en général, il va se dire conseiller financier, donc la personne peut me parler d'investissement et tout. Mais si sur sa carte, parce qu'on est obligé de mettre le titre de l'AMF réglementé sur notre carte, on n'a pas le droit de mettre conseiller financier. Si sur sa carte, c'est écrit conseiller en sécurité financière, ça, c'est des gens qui vendent de l'assurance. Donc, il faut juste que les gens gardent en tête leur conseiller financier. Si son titre est conseiller en sécurité financière, c'est pas un expert en investissement. Il peut quand même te mettre dans des fonds d'investissement, mais c'est pas son expertise. Donc, je vais juste parler de ça, de conseiller en sécurité financière, la personne à voir pour vos assurances. Quand on arrive dans l'investissement, il y a plusieurs. Il y a ceux que tu as nommés. Il y a planificateur financier,
gestionnaire de portefeuille et courtier en placement. Le courtier en placement, c'est le typique de ce qu'on voit dans les films. C'est ce qu'on appelle le broker, là, en anglais. Ça, là, c'est un titre que, plus traditionnellement, dans les années 60, c'était le type de conseiller où, justement, t'appelais, tu dis, peux-tu m'acheter 10 000 de telle action, peux-tu vendre? C'était un professionnel qui était là pour exécuter. Il peut pas faire un investissement sans en parler avec son client. Il pouvait aussi recommander des investissements. Il pouvait appeler son client et dire, hey, il y a une nouvelle compagnie minière là qui vient, est-ce que je peux t'en acheter 20 000? Et puis le client dit oui, puis il en achète 20 000. Donc, c'était un exécutant. Donc, ça existe encore. Mais la façon qu'on les voit dans les films, même les gens qui ont ce titre-là, ils ont tendance à moins le faire. La relation avec le client est pas de cette façon-là. Maintenant, ils sont plus des gens qui conseillent, qui gèrent les portefeuilles à la place d'être des exécutants qui sautent sur des actions qui sont à la mode, etc. La différence entre ça et un gestionnaire de portefeuille, c'est que le gestionnaire de portefeuille, c'est le titre qui est le plus strict à avoir, qui demande le plus d'études, et ça vient avec l'avantage que on a la discrétion de gérer le portefeuille sans appeler le client. Moi, une fois que mes clients me confient leurs actifs, puis on s'est entendu sur une façon de gérer, j'ai pas besoin de les appeler chaque fois que je fais un trade. C'est comme, on te fait confiance, tu fais à l'intérieur de la stratégie, entendu, tout ce que tu veux. Donc, excuse-moi, c'est un peu ça la différence entre gestionnaire de portefeuille et courtier en placement. Gestionnaire de portefeuille, plus difficile à avoir, mais on a plus de discrétion. Courtier en placement, t'as même pas besoin d'avoir un bac pour être courtier en placement, en passant. Il faut juste que tu fasses quelques examens, puis tu pourrais être courtier en placement. Puis à ton avis, c'est quoi la plus-value qu'un gestionnaire de portefeuille peut amener vraiment à quelqu'un? Là? Je pense, encore une fois, dans les deux, il peut y avoir des gens qui sont très bons et moins bons, parce qu'un courtier en placement qui a beaucoup d'expérience peut avoir la même expertise que gestionnaire de portefeuille. Je pense que le gestionnaire de portefeuille, la plus-value, la première chose, c'est que ils sont obligés, puis là, je vais aller un peu dans le légal. Selon la loi, à l'intérieur de ce site-là, ils sont obligés d'avoir une responsabilité fiduciaire. Puis ça veut dire que un gestionnaire de portefeuille est obligé de toujours agir dans l'intérêt du client. Tandis qu'un courtier en placement, ils sont pas obligés d'avoir cette responsabilité-là. Par exemple, un courtier en placement pourrait décider de mettre des fonds dans le portefeuille de ses clients et ils reçoivent une commission de ces fonds-là. Moi, j'ai pas le droit de faire ça parce que ça pourrait me mettre en conflit par rapport au conseil que je donne aux clients. Si j'utilise un fonds de placement, puis ça me paie une commission, quelqu'un pourrait dire, est-ce que tu utilises ce fonds-là parce que c'est le meilleur pour moi ou parce que tu reçois une commission? Mais un gestionnaire de portefeuille n'a pas le droit de faire ça. Ça, c'est une plus-value qui te force à agir toujours dans le meilleur intérêt du client. Donc, ça enlève un peu l'espèce d'apparence de conflit d'intérêt le conflit d'intérêt ou l'apparence de conflit d'intérêt, peu importe comment on veut la définir. Pas pour dire pour les courtiers, il y a toujours un conflit d'intérêt, mais il pourrait y avoir. Un gestionnaire de portefeuille, ça enlève, à cause de cette responsabilité légale de toujours agir dans l'intérêt du client, ça le force à toujours choisir des stratégies, par exemple, où il ne reçoit pas une rémunération ou une commission. Donc, ça c'est une des plus-values, à part le fait que c'est plus strict et ça demande plus d'études, etc. Ça pourrait être une plus-value. OK. À quoi ressemble une journée dans ta vie? Est-ce que tu es comme Leonardo DiCaprio et c'est des parties, de la coke, des femmes sur des yachts? Et est-ce que pour les jeunes qui voudraient devenir gestionnaire de portefeuille, est-ce que c'est ça ta vie? Pas du tout. Non? Pas du tout. Moi qui pensais que, d'abord, est-ce que c'est comme le vieux film de Wall Street, tu te déguises en concierge, tu vas dans des business, puis tu vas fouiller dans les poubelles, voir qu'est-ce qui est... Parce que détective privé, c'est qu'on a eu sur le podcast, il se déguisait en sans-abri. Ouais. Hein? Fait que non, c'est pas ça ton travail. Non. Fait qu'à quoi consiste ton day-to-day, là? C'est beaucoup moins le fun. Ça dépend, c'est moins excitant. C'est toujours le fun. Oui, mais ça dépend c'est quoi la définition de fun des gens. Mais si les gens fun pour eux, c'est justement ce que tu décris, les parties, aller dans des bars, puis non. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas ça du tout. Ceci étant dit, en toute honnêteté, à Londres qui ressemble plus à New York, là, je voyais un peu des gens dans le système financier que ça ressemblait un peu à ça, là, mais intéressant. Ben oui, tu sais, c'est ça, là, il y a beaucoup d'argent, puis les gens, ils sont là-dedans, là, puis l'argent, des fois, ça amène la débauche, quoi que ce soit. Mais c'est pas lié nécessairement avec le rôle, je pense que c'est lié avec la personne, dépendant de qu'est-ce qu'ils veulent faire. Mais moi, personnellement, mon expérience, ma journée, c'est beaucoup de
parce qu'il faut le dire, il y a deux types de gestionnaires de portefeuille. Il y a les gestionnaires de portefeuille institutionnels qui gèrent plus l'argent d'un fonds ou d'une fondation, comme ceux qui travaillent à la caisse de dépôt. Et il y a les gestionnaires de portefeuille privés. Moi, je travaille dans la gestion privée, donc je travaille avec des gens. Je gère l'argent de familles qui ont un certain niveau d'actifs ou des gens. Donc là, il y a une grosse partie de mon travail, c'est de rencontrer ces gens-là, ces familles, ces clients, des entrepreneurs, des cadres supérieurs, de comprendre leur situation personnelle, leurs aspirations, leurs objectifs, et je prends toutes ces informations-là, leur tolérance au risque aussi, et je bâtis un portefeuille qui correspond avec la tolérance au risque, mais dans le but d'atteindre leurs objectifs. Donc, il y a une grande partie de mon travail, c'est de parler avec des gens, puis après, quand on l'étend un peu plus, on parlait de mon côté comptable, on essaie de comprendre leur situation financière, fiscale, on collabore avec des gens à l'externe, comme vous. Donc, il y a beaucoup de conseils aussi, généralement intégrés, du côté successoral. Puis, pour la gestion de portefeuille lui-même, une fois qu'on bâtit le portefeuille dans la stratégie qu'on utilise dans notre firme, une stratégie très diversifiée, c'est pas de la spéculation, donc on n'est pas toujours en train de trader, là, il y a pas plein d'écrans. Il y a d'autres firmes, c'est peut-être ça leur stratégie, mais nous, notre stratégie, c'est plus du long terme, c'est des paniers d'actions très diversifiés, donc on est que Chomb a été élu, on en parle avec nos clients, mais on se met pas à vendre et à acheter. Donc ça fait que une grosse partie de mon travail, c'est la gestion de portefeuille, mais une plus grosse partie, c'est le conseil en général et m'asseoir avec mes clients et tout. Donc, moi, ça me passionne parce que ce qui m'a attiré vers cette carrière-là, c'est que ça marie travailler avec des gens et les chiffres. Tandis qu'il y a d'autres personnes dans le même genre de carrière qui sont juste avec des écrans et des chiffres. Moi, ça me prenait ce contact humain-là. Donc, c'est ça balance les deux, là, ma journée de travail. Puis, à ton avis, pour un entrepreneur typique, qu'est-ce qui, à ton avis, serait la plus-value que... Je ne sais pas si je devrais appeler un conseiller financier, un gestionnaire de portefeuille. Il y a tellement de titres, honnêtement, que même moi, ici, Mais on je suis dit perdu. conseiller financier, là. Ouais. C'est quoi l'avantage pour un entrepreneur typique, on va dire, qui n'est pas dans la finance, d'aller voir un conseiller financier, puis de confier, dans le fond, son portefeuille de placement ou ses placements, puis une bonne portion de ses finances, on s'entend qu'il est très sensible comme élément à un conseiller financier. Oui, donc l'entrepreneur qui est dans la période d'accumulation d'actifs de son entreprise, qui n'a pas, mettons, vendu son entreprise, parce que quand ils vendent souvent, il y en a qui deviennent clients à ce point-là, parce que là, il y a une grosse rentrée de capital. Qu'est-ce que je fais avec? Mais quand ils sont en train de bâtir, ou une grosse partie de leur capital est réinvestie dans l'entreprise, éventuellement, ils vont vouloir avoir une certaine diversification de leur entreprise, parce que l'entreprise, c'est leur plus grand actif, mais ils veulent autre chose, au cas où, soit dans l'immobilier ou dans les placements boursiers. Ils viennent voir des gens comme nous. Puis, ils veulent créer un portefeuille. Comme vous le savez, souvent, ils ont un holding. Ils ont payé des dividendes de la compagnie opérante vers la compagnie de gestion. Ben, ce capital-là, qu'est-ce que je fais avec? Je vais pas le sortir encore. Qu'est-ce que je fais avec? Donc là, ça, c'est un des moments clés où on commence à faire de l'investissement. Donc ça, c'est la plus-value. Et l'autre plus-value aussi, c'est qu'il y a beaucoup qui viennent voir, surtout dans notre firme, vu qu'on fait pas juste, parce que différentes firmes font différentes choses. Il y a des firmes qui s'occupent juste de l'investissement. Nous, à cause qu'on fait investissement, fiscalité, planification structurelle, ils viennent nous voir pour être un peu, si je peux dire, le quarterback, là, la personne qui est au centre, qui va coordonner avec différents autres professionnels. Donc, des fois, on devient le conseiller principal, mais après, nous, on collabore avec le notaire, l'avocat, puis tout le monde travaille de concert pour le client, mais il y a quelqu'un qui est un peu le leader. Donc, c'est ça un peu la plus-value aussi. Deux éléments de ce que tu viens de mentionner, dont un que j'ai réalisé qu'on a oublié de le dire au début. On a fait ton parcours. Est-ce que tu es autorisé à mentionner qui est ton employeur? Oui. Mon employeur, je travaille pour une firme qui s'appelle Toulette Matthews et Associés, donc on dit TMA. Oui, puis ça fait 10 ans que je suis là. Tout récemment, moi et quelques autres membres de l'équipe, on est devenus actionnaires aussi. Petit actionnaire, mais... La relève, oui. Les deux associés commencent à passer une partie de leurs actions graduellement à la relève. Oh, donc, c'est très excitant. Oui, c'est ça. En fait, ça pourrait même être faire l'objet d'un autre, mais la relève d'entreprise, l'entrepreneuriat, parce que c'est des nouvelles responsabilités. En plus, tu dis avec d'autres employés, donc il y a toute une... quelle est la synergie avec ces employés-là, comment vous vous entendez, comment vous voyez ça. Il y a tellement de questions qui pourraient sortir de là. Ah oui. Laisse-moi dire, on a passé beaucoup de temps dans la convention d'actionnaires, là, à la réouvrir et tout, mais on a une belle équipe, puis il y a un très bateau de roulement, donc on se connaît quand même, ça fait un bout de temps, puis c'est sûr que
être partenaire d'affaires, ça amène une autre dynamique, mais ça change pas que je suis très confiant par rapport à l'avenir avec l'équipe actuelle. On parlait tantôt justement des clients, l'entrepreneur, qu'est-ce qui se passe avec sa gestion. Quel est le client type? Quand est-ce qu'un entrepreneur... On dit un entrepreneur, mais ça peut être n'importe qui, hein, même un employé, parce que t'as pas besoin d'avoir ta business pour aller voir un gestionnaire de portefeuille. À quel moment un individu devrait-il réfléchir à aller voir là, particulièrement là, toi? Là, demain matin, là, le podcast fonctionne bien, puis quelqu'un t'appelle, puis il y a 5000 pièces à placer. Quel est le client type qui t'appelle? Puis je sais que veux pas, t'es quelqu'un qui a un parcours, j'espère que tu l'as bien fait transparaître, un parcours impressionnant, inspirant, parce que t'es jeune, t'es jeune pour avoir tout fait ça. Quel est ton client type à toi? Oui, t'as posé 2 questions. Quel est le client type, mais à quel moment que les gens devraient nous voir? C'est comme lié, mais c'est 2 questions. Quel moment que les gens devraient penser venir nous voir ou une firme similaire? Souvent, quand on regarde pourquoi les gens changent, si les gens ont déjà un conseiller, c'est les raisons que les gens disent d'habitude. Les gens pensent souvent que c'est parce que c'est les rendements, mais quand on regarde les sondages, c'est manque de communication, manque de service, erreur, des choses comme ça. Donc, dès qu'on sent qu'on a un besoin, et aussi des fois, les gens avaient un besoin simple, ils investissent leur argent et puis tout d'un coup, leur situation se complexifie. Ils ont reçu un héritage ou une grosse montant d'argent ou justement, ils deviennent des entrepreneurs, ils ont des compagnies et tout. Donc, dès que la situation se complexifie, au-delà de juste l'investissement, parce que si quelqu'un veut juste faire l'investissement, moi, je suis très transparent par rapport à ça parce que des fois, il y a des gens un peu plus jeunes. Est-ce que je devais travailler avec un conseiller? Mais tu sais, tu viens de commencer, tu es à l'université. Tout ce que tu fais, c'est de l'investissement. Ouvre-toi un Wealthsimple ou achète un FNB, puis ça va faire quand même une bonne job, là. On va définir FNB ici. OK. Finissons les clients types. Après ça, on donc, ira dans mais au fur et à mesure qu'on commence à avoir des enfants, on commence à avoir besoin d'autres services, est-ce que je vais mettre un testament en place? Et puis là, tout d'un coup, je gagne bien ma vie, j'ai beaucoup d'actifs, j'ai un peu plus de services. Est-ce que j'ai juste acheté un FNB, un fonds négocié en bourse, qui tu sais, dans tous mes comptes, sans penser qu'est-ce que je mets dans le CELI, le REER, lequel je devrais faire. Dès qu'on sent qu'on a besoin de conseils, c'est là qu'on devrait aller voir un conseiller. Et moi, je conseille un conseiller qui s'y connaît plus que juste en investissement parce que l'investissement, c'est une partie de tes finances personnelles. Là, c'est beaucoup plus large des finances personnelles. Donc, en général, ça, c'est pour quand est-ce que les gens devraient venir nous voir, mais ça change pas que nous, dans notre firme, on travaille pas avec tout le monde à cause qu'on a beaucoup de services qu'on offre à la personne. Il nous faut un certain minimum pour que ça justifie tous les professionnels qui sont impliqués dans la vie de nos clients. Donc, les clients types ont tendance à être des gens qui atteignent un certain niveau d'actifs. Donc, ça va être, on parlait d'entrepreneurs tantôt, donc souvent des entrepreneurs qui sont proches de vendre leur entreprise ou qui ont vendu leur entreprise. Beaucoup de cadres supérieurs qui ont des options d'achat d'actions. On a des professionnels comme des médecins, des dentistes et toutes ces catégories-là quand ils sont retraités aussi. Donc, ça change pas que la moyenne d'âge de nos clients est plus 50 ans et plus parce que notre minimum par ménage, c'est 1 million. D'actifs liquides, parce que déjà, des fois, les gens sont comme, j'ai le 1 million parce que j'ai 3 triplex. Je suis comme, oui, mais, tu sais, à moins que tu les vends toutes, on peut pas vraiment travailler avec toi. Donc, c'est un peu ça, les barèmes. Actifs liquides. Justement, oui. Tu as passé rapidement. Que veux-tu dire? Que c'est quoi la différence, justement? Pourquoi quelqu'un qui aurait 5 triplex et une valeur nette exact. De 3 millions pourrait pas nécessairement être quelqu'un que vous allez cibler? Et tu serais-tu en mesure, en quelques mots, de me décrire c'est quoi actif net, c'est quoi actif liquide? Oui. C'est une très bonne question parce que actif net, donc actif, c'est tout ce qu'on détient, nos biens, nos actifs, notre maison, les triplex, les comptes en banque. Après, souvent les triplex, par exemple, on a des dettes qui sont liées avec, donc on parle des hypothèques. Donc ça, toutes les dettes incluent les hypothèques, un certain montant. Donc si tu fais par exemple actif, tous les biens 2 millions, les dettes 1 million. Donc là, l'actif net, c'est la différence entre les deux, c'est le 1 million qui reste. Donc cette personne-là est millionnaire. Mais si c'est juste des triplex, elle est millionnaire en biens tangibles, mais pas en biens liquides elle n'a pas d'argent. Elle n'a pas d'argent, à moins qu'elle les vend. Mais elle vaut quand même 1 million. Mais nous, on gère pas
des immeubles. C'est pas ça qu'on fait. Il y a des gestionnaires d'immeubles, ça existe aussi. Tu sais, on paie un certain pourcentage. Nous, on est des gestionnaires de placement, d'investissement. Donc, on peut pas dire, oui, je vais me mettre à gérer tes 3 triplex et puis je vais te charger un frais. Donc, c'est pas ce service-là qu'on offre. Donc, nous, on gère des actifs liquides qui est de l'argent ou des placements. Donc, tant aussi longtemps que cette personne-là ne vend pas ses immeubles ou à moins que cette personne-là a de l'argent par ailleurs, on pourrait pas travailler par rapport au service qu'on offre, on ne pourrait pas travailler avec cette personne-là. Cette personne-là peut quand même avoir des besoins de planification financière et tout, donc pourrait consulter aussi une firme qui offre ça à l'heure, par exemple, parce que, bon, ça c'est l'autre chose, les planificateurs financiers, on n'en a pas parlé, mais il y en a qui offrent ce service-là à l'heure, comme un avocat, là. Tandis qu'un actif liquide, généralement, c'est qu'on va faire référence à... Exemple, un placement peut être un actif liquide parce que c'est un placement boursier. Oui. Parce que ça se liquide rapidement, il y a un marché qui existe. Si tu as 1 million, puis je trouve ça intéressant parce que une valeur nette, un actif net, exemple, en immobilier, on va dire 3 millions, là. T'as des immeubles là, qui valent 5 millions, t'as une dette de 2 millions. Exact. Tu vaux 3 millions en immobilier. On considère pas que t'as des actifs liquides de 1 million. À contrario, j'ai 5 millions en placement, 2 millions de dettes avec lesquelles j'ai acheté ces placements-là. J'ai 3 millions d'actifs nets. Donc, j'ai toujours la même valeur nette de 3 millions. Là, on va considérer que tu es liquide parce que, normalement, avoir accès à ces fonds-là qui sont un marché boursier, tu peux l'avoir rapidement. Dans 1 semaine, tu as tes fonds. Merci, bonsoir, puis personne peut... Oui, en fait, ce que tu viens de dire, c'est la bonne définition. Actif liquide, c'est quelque chose que tu peux liquider rapidement. Si tu as une entreprise qui vaut 20 millions, une entreprise privée, c'est pas un actif liquide parce que tu peux pas te retourner demain, tu pèses un bouton puis ton 20 millions il est vendu. C'est la même affaire pour l'immobilier, ça prend un peu plus de temps. Donc, c'est ça. Merci beaucoup d'avoir introduit ces concepts-là parce que je pense que souvent les gens ont de la difficulté à comprendre. Souvent, quand on regarde les listings de Forbes et les grands millionnaires, etc., telle personne vaut 500 millions ou même 2 milliards. C'est pas 2 milliards dans son compte de banque. Il n'y a pas 2 milliards dans le compte de banque qu'il peut passer à la carte de crédit. Souvent, même ces calculs-là, c'est un peu bizarre comment c'est fait. Les dettes, c'est pas tout le temps bien pris en compte. Souvent, c'est ces personnes-là, exemple, on prend les Elon Musk de ce monde, les Jeff Bezos, ils ont des actions d'Amazon, des actions de Tesla, etc., qui valent des millions. Mais dans leur compte de banque, souvent même, sont sur la marge de crédit, puis sont hypothéqués au coût. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on vient de dire liquide versus pas liquide. Quelqu'un comme Elon Musk et Jeff Bezos, une grande partie de leurs actifs est liée avec des actions, et des actions, c'est considéré des actifs liquides. Mais eux, ils n'ont pas le droit de juste vendre. Comme moi, si je veux vendre Amazon, je suis tellement petit actionnaire, je le vends, mais eux, ils n'auraient pas le droit de vendre tout d'un coup, toutes leurs actions, parce que il y aurait un impact sur le marché. Et donc, voilà. Ils ont comme des règles à respecter. Ils doivent vendre en tranche. Donc, c'est de l'actif liquide, mais moins liquide pour eux. Donc, un actif peut être liquide, mais pas liquide, dépendant des règles pour quelqu'un d'autre. Ouais. Si... T'avais ta question tantôt, Ah non, mais en fait, je changerais un peu de vitesse. Je parlerais quelque chose d'un peu moins complexe, parce que il y a un mouvement qui m'a fasciné, puis là, on est hors sujet, donc tu peux me dire, Gérard, oublie ça. C'était un peu durant la pandémie, on avait la frénésie des bitcoins, puis après on a eu GameStop, puis je me rappelle plus quelle autre action que tout à coup chez les jeunes. C'était pas pendant la pandémie. C'était pas pendant la pandémie, ben c'était un peu pendant et après, mais ça a commencé. Ça fait un petit bout GameStop. Écoute, je sais plus, mais GameStop. Ouais. Je sais plus. Et là je me demandais, écoutez, dans le courant populaire, on entend beaucoup parler de ce genre d'éléments-là, puis pourquoi, premièrement, est-ce que c'est dangereux pour les jeunes? Pas dangereux d'un point de vue critique là, mais est-ce que c'est une bonne idée pour un jeune de commencer à investir dans ces choses-là puis de commencer à faire confiance à des influenceurs qui parlent à ce genre d'éléments-là? Ou est-ce que c'est quelque chose que pour toi, c'est comme, bah, c'est correct? C'est sûr que des fois, si mon petit-neveu m'entend, il va être comme, quand même, t'es rendu vieux jeu. Mais, parce que moi, je vais dire que c'est dangereux. Mais il y a quand même quelque chose de positif au fait que la nouvelle génération, les jeunes, ont accès là, de trader, d'investir dans ces affaires-là. Parce que souvent, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Tu commences là, tu as économisé un 2000, 3000. Et puis, tu commences à utiliser ces outils technologiques-là qui ont rendu accessible, démocratisé l'investissement. Parce que dans le temps, là, on parlait des brokers. Si tu n'avais pas un broker, tu ne pouvais pas acheter des actions. Il fallait que tu passes par quelqu'un et il coûtait cher. Donc, c'était réservé à une certaine classe. Maintenant, tout le monde peut acheter des actions. Donc, ça, c'est positif parce que les gens apprennent la bourse tôt. Tu sais, ils filent. Puis, s'ils perdent de l'argent, c'est pas quand ils ont déjà économisé 50 000, 60 000, là, c'est leur 2000. Ça leur fait mal parce que c'est leur seul 2000, mais ça va pas les mettre dans la rue pour le reste de leur vie. Ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, par exemple, c'est que le genre de choses
d'investissement qui les attire, c'est l'investissement qui ont l'impression qu'il leur donne une possibilité de devenir riche rapidement. En général, la nouvelle génération maintenant, là, moi, à un moment donné, j'étais allé faire une présentation dans une école, puis la question c'est, quelle stratégie que je dois avoir pour devenir millionnaire dans 2 ans? J'étais comme, ça existe pas. Oui, mais il y a un YouTuber qui est devenu millionnaire. Oui, mais en général, ça prend du temps de devenir millionnaire. C'est l'exception et non la règle. Oui, exact. Ouais. Mais c'est juste que... Je dirais même c'est l'exception de l'exception de l'exception. Là, mais eux, ils parlent fort, par exemple. Et des fois, ils sont même pas vraiment millionnaires. Ils parlent comme c'est millionnaire, puis ils disent achète un cours, puis c'est plus le cours qui les fait rouler, là, paye 5 000 $ pour savoir comment investir l'immobilier, puis ils ont une salle, tout le monde a payé 5 000 $. Puis, en tout cas, ça, c'est notre sujet. Paye 6 000, je dois te montrer comment. Mais je suis multimillionnaire. Acheter une business, ça se fait en 30 jours. Ouais. Jamais vu ça. Moi, je leur dis tout le temps, les gens qui roulent vraiment, là, ils n'ont pas le temps de donner des cours, là. Tu sais, au pire, ils vont faire une conférence pour faire de temps en temps plus d'inspiration, mais ils vont pas, en tout cas, bref. Donc, pour revenir à ta question, je pense que c'est correct qu'on essaye, mais si les gens veulent faire attention puis faire les bonnes choses, c'est d'éviter tout ce qui est spéculation. Dans le fond, là, si tout le monde saute sur un type de placement, en général, c'est pas la bonne idée de sauter. Mais c'est très dur parce qu'on reste humain. Il y a la psychologie qui agit. Si tout le monde, tous tes amis sont en train de faire de l'argent, puis là, tu dis non, moi, j'ai écouté le podcast là des fiscalistes, ils m'ont dit de pas prendre les choses à la mode. Puis là, la semaine d'après, tu vois que ce type de placement-là a doublé. Non. Après, tu vois ça tripler. Là, tu viens de réaliser que T'as manqué le bateau. Mais souvent, c'est ça qui arrive. Puis après, quand on le fait, on arrive au pic avant que ça tombe. Parce que souvent, quand il y a une action à la mode, puis on entend parler partout, c'est après que ça a augmenté beaucoup. Donc, peut-être que si tu achètes, ça a augmenté un peu. Mais souvent, le train est passé, là. Donc, moi, en général, il y a tellement de gens qui se font brûler. C'est juste qu'on a l'impression qu'il y a personne qui se fait brûler parce que quand tu perds 40% de ton placement, t'en parles pas. Mais quand tu doubles ton placement, t'en parles. Donc, on entend juste les gens qui font de l'argent. On n'entend pas les milliers qui ont perdu de l'argent. Donc, on a l'impression que ces placements-là, les gens perdent pas l'argent, mais il y a toujours plus de personnes qui perdent que gagnent. C'est comme les actions de marijuana, là, quand... Le cannabis, quand c'est devenu légal. Les gens, ben oui, c'est l'avenir. Si vous allez regarder les actions maintenant, là, il fallait jamais toucher à ça, là. C'était des compagnies qui faisaient pas d'argent, mais il y avait un engouement. Moi, je dis tout le temps, achetez des placements qui sont plates, mais qui vous donnent à long terme, en moyenne, votre 10% par année. Puis c'est comme ça que vous allez faire de l'argent sur le temps. C'est énorme si tu peux faire 10% par année. L'intérêt composé, on s'entend à 10%, c'est fabuleux. Là. Oui, exactement. C'est tellement vrai. Puis je me souviens pas, cette semaine, je me souviens pas avec qui je parlais, mais c'est justement ça qu'on disait, quand tu veux acheter des business, parce qu'en ce moment, il y a un gros engouement pour le reprenariat, les baby boomers vont avoir la retraite, il va y avoir beaucoup d'opportunités, oui. Prenez des business plates. L'avenir est dans les business plates. Ouais. C'est fou, mais juste puis regardez autour de vous. C'était un événement il y a eu un événement des CPA, pour inspirer les jeunes, puis etc. Puis je parlais de ça avec un jeune qui disait, je veux acheter des business. Je regarde les business plates. Juste la personne qui a fait les petits parapluies pour aller dans un cocktail. Un petit cure-dent avec un petit bout de plastique sur le dessus. La personne est devenue millionnaire. Regarde qu'est-ce qu'il y a autour de toi. Qu'est-ce que les gens ont besoin. On a besoin des exemples. La personne qui a un service déboueur, de ramasseur de déchets. C'est pas trippant, là. C'est nécessaire. Tu vas te rendre millionnaire avec ça. Mais c'est drôle que tu dises ça parce que quand les gens parlent du trading, les gens qui font du trading chez eux, ils en parlent quasiment comme si c'est un divertissement. Ah ouais, c'est trop le fun. J'ai acheté j'ai dit, l'investissement, là, c'est pas supposé être un divertissement. C'est supposé être une stratégie, une méthode qui va t'enrichir sur le long terme. Ça peut être très plate en même temps que ça fonctionne. Mais si tu dis aux gens d'acheter un fonds négocié en bourse, ouais, mais c'est plate, je vais juste mettre 5 000 par année puis j'attends. Oui, c'est tout, là. Le côté, ah ouais, j'ai acheté, j'ai vendu. En général, tu vas gagner, tu vas perdre, puis quand tu vas regarder ton rendement à long terme, tu vas pas avoir fait mieux qu'un fonds très plate, mais qui marche. Pour revenir au business, c'est la même chose, t'as raison. Les gens commencent à parler, je suis intéressé à acheter une business, mais quel genre de business? Oh, AI, tech. C'est parce que c'est cool. Les gens veulent quelque chose de cool. Alors que il peut avoir une très bonne business qui fait des profits, mais qui est pas le plus glamour. Mais le but, est-ce que tu veux faire de l'argent ou tu veux être cool? Moi, je fais de l'argent, puis avec cet argent-là, je me paye une vie cool. À la place d'avoir une business cool. Mais que je suis broke. Tu sais. Tellement. Tout à fait d'accord. Mais je vais quand même reprendre un peu ce que tu as dit.
les investissements qu'on va appeler spéculatifs qui montent et qui descendent beaucoup, à long terme, selon je présume qu'il y a des études que tu as en tête qui font état qu'à long terme, ces portefeuilles-là sont pas plus rentables qu'un portefeuille qu'on va qualifier de plate, plus stable, mais qui donne des rendements réguliers. Donc, c'est excessivement important, je pense, pour tout le monde de le comprendre. Oui, parce que il faut le dire. Et c'est sûr que je parle pas des bonnes, parce qu'il y a aussi des très bonnes compagnies très profitables, mais qui a un engouement aussi, comme Nvidia, comme les grosses compagnies technologiques. Tu regardes leurs livres, il y a des bons profits aussi. Après, on peut se dire, est-ce qu'il y a trop d'engouement? Mais au moins, c'est des compagnies profitables. Mais beaucoup de fois, il y a des investissements où les gens prennent pas le temps. Les gens sont pas des comptables. Ils prennent pas le temps d'aller regarder les états financiers. Ça fait des pertes. Mais ça a une belle histoire. Donc, il y a un engouement. Mais les gens voient juste l'engouement. Ils voient juste l'image du prix qui augmente. Ils rentrent là-dedans. Mais éventuellement, là, il suffit, par exemple, si une compagnie est dans un certain secteur, mais il y a aucun profit dans cette compagnie-là, puis il suffit qu'un gouvernement mette une petite loi dans ce secteur-là, l'engouement va s'enlever. À cause qu'il n'y avait pas de base dans cette compagnie-là, il n'y a pas de profit. Tout le monde va être comme, je veux pas cette compagnie-là, et c'est là que ça crash, tu sais. Donc, parce qu'on vit avec les véhicules électriques puis les batteries. Exact. Toujours dans l'élément-là. Exact. Ouais. Moi, j'ai un client à un moment donné qui m'a appelé, qui m'a dit, je veux acheter une compagnie qui s'appelle Plug. Tu parles de batterie, c'est exactement ça. Là, j'ai jamais entendu parler de ça. là, il dit, ah oui, Plug va regarder l'action. Là, je regarde là, c'est une fusée, là. Tu vois, le prix était bas, puis ça a fait Là, pour le fun, je vais sur Google, je regarde les états financiers. C'est juste des pertes. Je dis, pourquoi tu veux toucher à ça, là? Il dit, ah oui. Puis là, c'est toujours une belle logique. C'est batterie, c'est l'avenir. Les gouvernements, véhicules électriques. Je suis comme, l'histoire est belle. Mais cette compagnie-là fait... Puis là, je l'ai forcé, là, j'ai parlé pour qu'il l'achète pas. Si tu veux regarder Plug maintenant, là, ça a crashé, là. C'est comme... Donc, le but, c'est que, est-ce qu'on achète parce que tout le monde... Est-ce que vous voulez acheter quelque chose parce que tout le monde saute sur le train juste par émotion? Ou est-ce que vraiment, c'est une compagnie qui fait de l'argent? Moi, c'est mon côté comptable, je préfère acheter quelque chose qui fait de l'argent, que ça soit populaire ou non. Mais il faut qu'il y ait une fondation, tu sais, à l'intérieur de la business. Donc, c'est quoi les conseils qui, à ton avis, sont des lumières rouges, là? Quand quelqu'un entend parler de conseils, parce que les red flags. Comme t'étais comme, pour la spéculation? C'est ça, qu'est-ce que tu veux dire, des red flags? Est-ce que tu veux dire comme un conseiller? Investissement. Un red flag sur un titre ou un red flag sur un conseiller? Pas sur un titre. Plus, quelqu'un qui entend parler, pas un conseiller, un influenceur qui parle d'investissement, peu importe. C'est quoi les red flags qui font comme, OK, ces conseils-là pour de vrai? Mais qu'un influenceur ou non, là, moi, je vais donner... Non, je vais donner une recommandation de base pour tout ce qui est spéculatif. Moi, j'investis pas en spéculation, mais je dis toujours aux gens, si vous faites la spéculation, quand c'est rendu que le chauffeur de taxi, la personne, la femme de ménage te parle d'un investissement, dans le sens que tout le monde t'en parle, souvent, c'est le moment où tu dois pas l'acheter. Comme moi, par exemple, je vais donner un exemple. Je suis pas un expert en crypto-monnaie, j'ai pas investi en crypto-monnaie, mais quand tu regardes le mouvement des crypto-monnaies, et j'ai rien contre ça non plus, mais quand tu regardes le mouvement, tu peux quasiment timer quand tout le monde en parle, c'est un pic, puis quand tout d'un coup, tous les influenceurs crypto-monnaies ont disparu des médias sur personne n'en parle, c'était les meilleurs moments pour acheter. C'est comme, il faut quasiment acheter la spéculation quand personne n'en parle. Puis quand tout le monde en parle, t'as l'impression que c'est là qu'il faut que tu sautes, c'est là qu'il faut que tu vendes. Donc, moi, je recommande d'éviter la spéculation, mais si vous en faites, quand tout le monde en parle, fuyez. Quand personne n'en parle, achetez, mais là, faites attention à ce que vous achetez. Puis Warren Buffett a dit la même chose. Ouais. Quand les gens ont peur, c'est le meilleur moment pour investir. Et puis, c'est la même chose pour le marché boursier. Quand ça a crashé en 2020 à cause de la COVID, les gens disaient, c'est fini, l'économie, il va y avoir des faillites. C'était le meilleur moment pour acheter. En mars 2020, là, si tu avais acheté, tu regardes le graphique. Donc, quand tout le monde a peur, achetez. C'est tout. Puis quand tout le monde sont excités, c'est là que vous devez soit maintenir ou vendre une partie de vos actions. Ben, si vous êtes jeune, vous n'êtes pas obligé de vendre, là, mais... Puis, quels sont les red flags pour un conseiller financier? On retransitionne. Tout type de conseiller financier. Puis, je sais qu'il y a tellement de titres, puis ça prendrait un podcast. Moi, j'ai fait un épisode podcast au complet sur les différents types de... On pourrait parler du podcast. Ouais. J'ai fait un épisode au complet sur tous les différents types de conseillers financiers, les études et tout, mais à la base, je dirais red flag... La meilleure façon d'identifier un red flag important, c'est quand vous vous asseyez à un conseiller financier, c'est de demander simplement comment vous êtes rémunéré. C'est tout. Il y a plusieurs autres questions qu'il faut demander, mais par la façon que ce type de conseiller est rémunéré, ça va peut-être donner une indication de où est-ce que ses intérêts pourraient s'aligner. Si un conseiller financier dit, moi, je suis rémunéré à travers des bonus de performance de ma banque, on s'entend, les bonus va sûrement être parce qu'il doit vendre des produits de cette banque-là. Ben, tu sais, est-ce qu'ils vendent les produits de cette banque-là parce que c'est les meilleurs produits ou parce qu'ils reçoivent un bonus? Mais si un conseiller dit, moi, je suis rémunéré
c'est le client qui me paye seulement à l'heure ou avec un pourcentage du portefeuille, ça peut aider à mieux aligner les intérêts. Donc, je pense que ça, c'est la meilleure question. Comment êtes-vous rémunéré? Mais il y a plusieurs autres questions à poser. Il nous reste pas beaucoup de temps. J'aurais 2 questions dont j'aimerais que tu nous parles, si tu es d'accord, Jerry. La première, qu'est-ce qu'un délit d'initié? On entend des fois parler, il y a un délit d'initié, il y avait un conflit d'intérêts, on avait de l'information privilégiée. Je vais tout de suite te dire les deux questions. Et l'autre, c'est comment fonctionne justement la rémunération d'un gestionnaire de portefeuille. Oui. Fait que la première, un délit d'initié, c'est quoi? Un délit d'initié, c'est en fait un initié, pour commencer, c'est quoi? C'est que quoi, un initié, oui. les compagnies qui sont à la bourse, on appelle ça des compagnies publiques, donc pas publiques gouvernementales, là, parce qu'ils sont à la bourse. Il y a des gens qui travaillent dans ces compagnies-là. Évidemment. Et il y a des gens qui sont dans la haute direction. Et les gens dans la haute direction, ils peuvent avoir une information que le public n'a pas. Le public, c'est moi, toi, on achète cette compagnie-là en bourse. Par exemple, si je suis président d'une compagnie et il y a une compagnie qui veut m'acheter bientôt, donc il va avoir une acquisition, une fusion. Moi, je suis au courant de ça. Mais quand le marché va le savoir, si c'est une belle acquisition, les actions vont se mettre à exploser. Est-ce que parce que j'ai cette information-là sensible, confidentielle, privilégiée même, ça serait trop facile, je vais acheter des actions de ma compagnie parce que je sais que ça va exploser dans une semaine quand l'annonce va sortir, puis je ferai ça tout le temps, je fais de l'argent. Donc, ces gens-là, on les appelle des initiés. Les initiés sont des gens dans des compagnies haut placées qui ont des informations avant tout le monde. Et ils n'ont pas le droit, selon les règles des régulateurs aux États-Unis, au Canada et dans plusieurs pays réglementés, de agir basé sur ces informations-là. Ils n'ont pas le droit de se mettre à acheter des actions parce qu'ils savent que ça va exploser, ça va monter. Ou de vendre des actions. Ou de vendre parce qu'ils savent que ça va baisser. S'ils savent que la compagnie va pas bien, mais personne ne le sait dans le marché, la nouvelle n'est pas sortie, ils vendent tout avant tout le monde. Exact. S'ils le font, c'est ça qu'on appelle un délit d'initié, ils peuvent se ramasser en prison. Donc, délit d'initié, c'est quand tu agis sous une information que tu as avant tout le monde, alors que tu n'as pas le droit de le faire. Et puis, tu agis à ton bénéfice. Mais t'as pas le droit non plus de prévenir les membres de oui. Parce que ça serait facile, je pense, d'aller voir ton frère ou moi, je vais pas le faire, mais hey, cousin. Ouais. Oui, hey, cousin. Et je te dirais même que quand j'étudiais pour le CFA, il disait même que, mettons, tu l'as pas dit à ta femme, ton cousin d'agir, mais je suis dans un café, j'ai pas le droit de juste dire, hey, tu sais quoi, ma compagnie va faire une fusion, puis, mettons, toi, tu me connais pas, t'es en train de prendre un café, moi, ben, cette personne-là qui me connaît pas n'aurait pas le droit d'aller acheter. Mais, oui. Okay. Tu peux pas en parler à Art Large, mais oui, je comprends. Non, tu peux pas parler à Art Large, mais si on peut tu entends une conversation téléphonique qui est confidentielle, tu agis sur ça, ce que je comprends, tu peux pas. Tu peux pas? Après, ça doit être prouvé, mais... Mais attends, mais qui peut pas? Tu veux dire, la personne qui a entendu... T'es dans un ascenseur, puis là, le président de Couche-Tard, même pas le président, un VP de Couche-Tard dit « Hey, tu sais quoi, ça a passé la transaction, puis les actions vont augmenter. » Puis toi, t'es juste là. Si après, tu vas acheter, puis ça a été prouvé que t'étais là, t'as pas le droit. Personne n'a le droit de faire d'agir sur des actions privilégiées et des actions. Des informations privilégiées avant que ça devienne des informations publiques. Intéressant, parce que ça peut viser... Fait que c'est pas seulement les hauts dirigeants qui sont des initiés. Je t'explique le président. C'est de le prouver, puis eux aussi, ils peuvent être dans le trouble, là, ils n'ont pas le droit d'aller parler. Donc, c'est pour ça que c'est le concept, mais il faut savoir que personne ne peut agir. Si tu as un ami... qui est un haut placé, puis autour d'un drink, lui, il n'a pas le droit de te dire hey, on va bientôt se vendre et tout. Il n'a pas le droit de le dire, mais si il était un peu chaud, il te l'a dit, toi, tu peux pas aller... Donc, tout le monde n'a pas le droit d'agir sur des informations privilégiées. Et la rémunération d'un gestionnaire, parce que tu dis un des red flags, pas un des red flags, excuse, une des questions à poser, c'est comment es-tu rémunéré? Je pense que c'est une excellente question. Puis souvent, qu'est-ce que je dis à des clients qui me demandent, as-tu des gestionnaires de portefeuille à me recommander? Je leur dis tout le temps, allez luncher avec. Puis c'est un jeu de séduction. Posez-leur des questions. Comment vous êtes rémunéré? C'est quoi votre stratégie? Exact. Qu'est-ce que vous pensez de ces éléments-là? Si vous voyez qu'ils hésitent à répondre, qu'ils n'aiment pas répondre, qu'ils évadent les questions, que sa stratégie, c'est regarde, là, tu vois que tout ce qu'il veut, c'est avoir ton cash, puis merci, bonsoir. C'est tout des red flags. Ça, c'est des red flags. Mais justement, la rémunération, comment êtes-vous rémunéré? Les différentes méthodes, de manière neutre, j'aimerais juste ce que tu me dises, c'est à peu près, qu'est-ce qu'on doit regarder? Oui, un standard quand même de l'industrie. À la fin de la rémunération, tout le monde peut décider, comme tout business, comment ils génèrent leurs revenus, mais un standard de l'industrie, c'est un pourcentage du portefeuille.
Puis un pourcentage, on voit souvent 1% du portefeuille. Donc, si tu gères un portefeuille de 1 million, ben c'est 10 000 par année. Après, est-ce que ce 10 000-là, c'est pour couvrir juste des services de placement ou d'autres services? Mais souvent, c'est un pourcentage du portefeuille. Il y a des firmes qui chargent 2%. Il y en a qui chargent 0,95, 1%. Nous, on a comme un tableau, premier 2 millions, c'est 1%. Puis après, si quelqu'un en haut de 2 millions, ça baisse à 0,5, etc. Donc, un portefeuille de 10 millions, n'est pas chargé 1%. Et tu as le droit de parler d'informations que tu dis là. Oui. Oui, on est toujours très transparent, là. Mais ce que ça fait d'un pourcentage du portefeuille, c'est que, on va se le dire en toute transparence, plus que le portefeuille augmente, non, le pourcentage reste le même, mais en valeur absolue, on a plus de rémunération. 1% de 1 million, c'est plus petit qu'1% de 2 millions. Donc, on a quand même une motivation à bien gérer le portefeuille pour qu'il augmente dans le temps. Donc, un client, en général, veut voir son portefeuille augmenter dans le temps. Nous, on veut le voir augmenter parce que notre rémunération augmente. Donc, ça vient aligner les intérêts de ce côté-là. Est-ce qu'il y en a aussi qui rémunèrent en fonction des transactions? Oui, ben c'est ça. Ça, je dis, quand tu rentres dans la gestion de portefeuille discrétionnaire, donc le titre qu'on disait de gestion de portefeuille, en général, le standard de l'industrie, c'est un pourcentage. Après, quand tu vas dans l'autre titre, les courtiers en placement qu'on parlait tantôt, eux, comme je disais tantôt, traditionnellement, c'est plus, ils veulent faire des transactions. Donc, eux, en général, ils peuvent avoir, beaucoup ont transitionné vers le côté plus pourcentage parce que ça devient le standard le plus accepté maintenant. Mais traditionnellement, et tu peux le voir encore des fois maintenant, là, ils sont rémunérés à la transaction. Le problème avec ça, on parlait de conflit d'intérêts tantôt. Dans le temps, quand il y en avait beaucoup comme ça, ils avaient une motivation à faire plus de transactions. Donc, ça devient pas bénéfice, c'est pas au bénéfice du client. Donc, ça revient au côté conflit d'intérêts. Si moi, je suis rémunéré plus parce que je fais 50 000 transactions par rapport à 10 000, écoute, même si j'ai 10 000 bonnes compagnies, 10 000 transactions, mais de bonnes compagnies, je vais les vendre. Parce que sinon, je suis pas rémunéré. Donc, c'est pour ça que ça tend à disparaître de plus en plus le côté être rémunéré à la transaction. Mais ça existe encore. Puis j'imagine qu'il y a également une méthode, tu y as fait allusion, mais il y a également une méthode de rémunération qui est par commission, oui. Ou le portefeuille de placement, ou je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, va rémunérer le conseiller. Oui. Donc, on a parlé pourcentage du portefeuille, une méthode. Deuxième méthode, à la transaction. Donc, je charge dans le temps 50 pièces à la transaction, ou je ne sais pas c'est quoi le montant. Et aussi, il y a une autre méthode qui est encore très commune. Ça, c'est surtout ceux qui ont les titres de fonds mutuels, là, de représentants d'épargne collective. Donc, eux, c'est plus des gens qui, en général, font affaire avec des plus petits portefeuilles. Tout le monde, là, il y a plein de monde qui vont se reconnaître. Il y a un 30 000 à investir. Ils vont voir leur banque ou un conseiller dans une firme quelconque, puis on les met dans un fonds Fidelity ou quoi que ce soit. Ben, souvent, c'est là, la façon qu'ils sont rémunérés, c'est le fonds, le créateur du fonds. Ça peut être Fidelity, Mackenzie, en tout cas, il y a plein de compagnies. Eux, ils paient une commission au conseiller. Donc, on appelle ça, des fois, c'est une commission à la vente plus un trailer, une commission qui continue. Donc, le problème avec ça, encore une fois, là, toutes ces affaires-là, ça peut être bien correct, mais des fois, ce qu'on peut voir, c'est que est-ce que ce client-là, est-ce que ce conseiller-là, il va prendre cette compagnie de fonds-là parce que sa commission est plus élevée que cette compagnie de fonds-là, ou est-ce que vraiment, quand il conseille ce fonds-là dans le client, c'est parce qu'il pense vraiment que c'est le meilleur fonds sur le marché? C'est là que on est tous humains. Ça porte à l'interprétation. On est tous humains, mais qu'est-ce qui est important par contre de dire, c'est que tous ces éléments-là, c'est légal. C'est pas illégal d'avoir des commissions. C'est que c'est vraiment... après ça, c'est de réfléchir, veut pas, on a beau dire qu'on est tous intègres, etc. Ça reste que si je suis rémunéré davantage en vendant des produits de compagnie d'assurance A plutôt que compagnie d'assurance B, ou le produit A plutôt que le produit B, instinctivement, en tant qu'humain, je vais avoir tendance à vouloir aller vers les produits qui me génèrent le plus de revenus à moi. Ça veut pas dire que c'est les incitatifs. C'est ça. Ça veut pas dire que tu vas nécessairement travailler contre ton client. C'est juste que si t'en as un qui sont proches l'un l'autre, même si l'autre est un petit peu meilleur, tu vas peut-être voir, c'est mieux celui-là parce que je le connais plus. Tandis que, tu sais, puis chacun a ses avantages, ses inconvénients, le pourcentage du portefeuille, la transaction, etc. C'est pour ça que, en ce moment, les régulateurs font beaucoup d'efforts pour essayer de, si je peux dire, améliorer l'industrie, parce que notre industrie, il y avait beaucoup de personnes qui étaient, on va se le dire, de simples vendeurs. Eux, ils arrivent, ils te mettent dans le fond avec la plus grosse commission. Une fois qu'ils t'ont mis, t'entends pas plus parler d'eux. Beaucoup de personnes disaient, moi, mon conseiller, il m'appelle une fois dans le temps derrière, parce que c'est là qu'il va me dire, mets de l'argent, puis après, il m'appelle. Ça, c'est pas du conseil, c'est de la vente. Mais là, il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'améliorer. Là, ils sont obligés de faire des divulgations de leurs commissions, etc., pour essayer de aligner ça pour que ça soit plus transparent et puis que
les clients comprennent plus comment leurs conseillers sont rémunérés pour pouvoir prendre une meilleure décision. Est-ce qu'ils veulent faire avec ce type de conseiller-là ou non? J'ai peut-être une dernière question, Jerry, si tu me permets, parce que je pense que celle-là est super importante, puis ça va te permettre de te mettre en valeur. En fait, ta profession. Pourquoi, en fait, d'où ma question d'origine, c'est que les banques offrent des gestionnaires de portefeuille. Souvent, c'est avec les clients qui ont un peu plus d'argent, etc. Et souvent, moi, j'entendais parler qu'un gestionnaire privé, par exemple, si je vais voir toi, vous allez être moins cher que la banque parce qu'il y a plusieurs layers, il y a plusieurs couches qu'on ne voit pas à la banque de frais. Est-ce que tu peux juste m'expliquer comment ça fonctionne un peu avec la banque, les frais qu'ils ont, et tu sais, parce que t'as le gestionnaire de portefeuille, t'as le courtier, t'as le banquier, etc., versus si je vais voir TMA, que, regarde, Reggie, il y a moi. C'est moi qui fais le that's it, là. L'affaire avec les banques, là, c'est que la même banque, il y a plusieurs divisions. Donc, si tu vas à la RBC, puis ça, c'est rien contre la RBC, c'est toutes les banques. Si tu vas à la RBC, tu vas à la succursale, tu vas avoir, on va te proposer des fonds à très hauts frais. Puis, si tu vas après dans la division qui s'appelle Dominion Securities, là, tu fais affaire avec des gestionnaires de portefeuille comme moi, tu as accès à des frais plus bas. Ça dépend vraiment par quel canal que tu es allé voir la banque. Et il y a quelque chose que les gens ne savent pas. Là, souvent, je vois ça même avec des amis, je regarde leur portefeuille, c'est que quand on te met dans un fonds d'investissement, fonds RBC ou fonds BMO, quoi que ce soit, souvent, dans le nom du fonds, là, il y a une lettre à la fin. Souvent, il y a série A, série F. Chaque fonds, si vous allez dans le site web de n'importe quelle banque, vous cherchez votre fonds, chaque fonds, le nom du fonds, exactement la même stratégie, tout est pareil. Il y a toujours un petit drop-down, là, comment on dit ça en français? Un menu déroulant. Un menu déroulant où tu peux choisir A, F. Et souvent, vous allez voir dans votre portefeuille, on vous a mis dans A, puis les frais sont 2%, alors que le même fonds de la même banque existe à un frais plus bas. Puis souvent, c'est les F. Puis les rendements sont... Les rendements le même bruts, fonds. là, avant les frais. Oui, parce que c'est le même fonds. La seule différence, c'est les frais. Les rendements avant les frais sont pareils. Donc, quand les gens vont à la banque, ils disent tout le temps, quand je leur montre ça, ils disent, mais pourquoi on m'a pas proposé les autres catégories? Ben non. À la banque, à la succursale surtout. Si tu vas là, parce que la majorité des gens, c'est ça qu'ils font. Ils ont un peu d'argent. J'ai mon compte bancaire là. Je connais pas le paysage des options. C'est compliqué. Puis mais je les connais pas. Je sais pas s'il y a des firmes indépendantes. Parce que le concept des firmes indépendantes, c'est très, très, très commun aux États-Unis. Aux États-Unis, des firmes comme la nôtre, c'est le contraire. C'est plus normal de faire affaire avec des firmes indépendantes. Pour la gestion d'actifs, on appelle ça des RIA aux États-Unis, Registered Investment Advisor, que la banque, mais ici au Canada, c'est un oligopole, les banques sont très connues, puis on est moins au courant, surtout dans le monde francophone, des alternatives. Donc, c'est très normal. On se dit, finance, investissement, c'est bancaire. J'ai mon compte de banque, je vais avoir ma banque et j'ai un peu d'argent, je vais investir. Puis on nous met dans des fonds de catégorie A, puis on paye 2,5%. Des fois, je leur montre, regarde, le même fonds là, regarde, il existe des catégories F, I, puis là, les frais, tu vois, c'est juste le frais qui change. Des fois, un frais peut être 2%, il est 0,5%. Le même investissement. Donc, mais pourquoi les banques font ça? Parce que à la succursale, la personne qui propose ce fonds-là, lui, en général, il est payé avec un salaire de base plus un bonus par rapport à ce qu'il propose des produits de la banque qui ramènent le plus d'argent à la banque. Donc c'est ça. C'est pour ça que... Il y a une autre méthode de rémunération qui est basée sur le rendement que, par exemple, la banque, comment qu'elle va faire? Je place 10 000 avec la banque Jerry, qui me donne un rendement brut. Donc, mon 10 000, combien est-ce qu'il a généré concrètement? Par exemple, qui a généré 8%. Fait que mon 10 000 a généré 800 $. Mais là, la banque dit, OK, je vais prendre... Il y a le premier frais qui est le courtier, j'imagine, qui peut être, je sais pas combien, 0,5, 1%. Et non, après mais ça, à la banque, ils sont des employés. Eux, ils reçoivent... À la banque, je parle quand tu vas à la succursale parce que... Oui, à succursale, je parle quand tu vas genre dans leur gestion privée, ça représente plus à nous. C'est comme des équipes qui sont comme des petites business à l'intérieur d'une business. Là, mais je parle vraiment à la banque. Là, à la succursale. Même les planificateurs financiers là, qui travaillent pour les banques, ils reçoivent un salaire plus en général un boni ou des incitations par rapport à le volume qu'ils ont généré. Donc, c'est beaucoup de ventes là. Il y a eu un reportage qui était sorti l'année passée où justement, ils envoyaient des clients mystères dans les banques et avec des caméras cachées. Puis, ça montrait à quel point, genre, ils disaient n'importe quoi aux clients, là. En général, là, encore une fois, on met pas tout dans le même bateau, juste pour vendre. Puis, il y avait de la pression pour vendre les produits de cette banque-là, même si quelqu'un pourrait savoir qu'il y a un meilleur produit ailleurs.
Mais eux, les gens eux-mêmes, en tant que personne, ils sont payés avec un salaire de base plus un bonnet. Mais souvent, ils mettent dans des fonds d'investissement des banques. Puis ces fonds-là, il y a un pourcentage de frais qui se fait prendre. Puis ce pourcentage de frais-là, il est quand même élevé. C'est ça. Fait que là, je reprends mon exemple. J'avais 10 000, j'ai fait 8%, c'est 800 $. Moi, ce que je vais voir dans mon compte, c'est 600. Parce que la banque va avoir pris 2% pour elle par rapport au rendement. Oui. Tout dépendant, ouais, c'est les frais. Mais c'est le portefeuille ou les frais. Oui, le 2% n'est pas pas basé sur la performance, c'est basé sur la valeur de ton portefeuille. C'est toujours la valeur. C'est comme nous. Nous, on charge, c'est comme vous, on charge 1% du portefeuille géré, mais je parle pas... et ça diminue plus le portefeuille. Okay, fait que c'est pas en fonction du rendement. Fait que eux aussi, s'ils chargent 2% dans ce fonds-là, c'est 2% de la valeur du portefeuille. La différence, c'est que quand tu es gestionnaire de portefeuille discrétionnaire indépendant, moi, j'ai le droit... Moi et mon équipe, et notre firme et les firmes similaires, on regarde tous les marchés, on a le droit d'utiliser tous les produits qui existent sur le marché, dans le sens que on fait pas de produits à l'interne. Moi, j'arrive pas, je dis, prends le fonds TMA, c'est le meilleur fonds, parce que là, j'ai un conflit d'intérêt. Pourquoi je propose mon fonds? Je peux utiliser des FNB, des actions, des fonds de BMO, RBC, national. Donc, nous, notre rôle, c'est de regarder tout le landscape et de choisir ce qu'on pense qui est le meilleur pour le client. Et on n'a aucun conflit d'intérêt parce qu'on ne reçoit aucune rémunération des fonds. Tandis que si tu vas dans une banque, c'est rare que tu vas dans une banque, je sais pas moi, TD, à la succursale, puis ils disent, achète le RBC. Mais non, ils vont te proposer TD, RBC. Donc, eux, ils vendent leur propre fonds. Est-ce que c'est le meilleur fonds? Est-ce qu'ils ont fait? Non. Et en général, c'est des frais élevés. Et chaque fonds à plusieurs séries. Ouais. À plusieurs séries et ils vont te proposer la série la plus chère. C'est ça la différence. Tu vas à la banque, tu vas voir un conseiller financier. Il te vend le fonds avec une série A qui a des frais financiers, on va dire de 2%, alors que le même fonds qui va donner les mêmes rendements pour avoir des frais de 1% si c'était la série F, 0.5 si c'était la règle F ou G. Honnêtement, c'est outreux, là, pour vrai. Je vous invite à le faire, là. Vous regardez vos portefeuilles, si vous voyez A, tapez le même nom de ce fonds-là, là, fonds action américaine, blablabla. Vous trouvez le site web de fonds-là, il y aura quelque part où vous pouvez changer les séries, puis toutes les présenter pareil, vous allez juste voir. Le frais va changer. C'est écrit FRG, RFG, ratio de frais de gestion en français, ou MIR en anglais, Management Expense Ratio, vous allez le voir changer. C'est la seule chose que vous allez voir changer. Toute la description va être pareille. Tout va être pareil. C'est ridicule que ça puisse exister pour de vrai. Mais pourquoi ça existe? Je vais juste le dire parce que là, mais il y a une raison pourquoi ça existe. Les catégories F, qui est souvent la catégorie, la série qui est moins chère, ça a été bâti pour 6 mois, Ruben. Je vais utiliser ce fonds-là parce que je pense que c'est bon dans le portefeuille de mes clients. Vu que je charge déjà mon 1%. OK. Donc, il faut que le fonds lui charge moins cher parce que, mettons le charge. Parce que sinon, il y aurait double. Exact. Mettons le fonds charge 0.5. Là, le client paie 1.5. 0.5 dans le fonds puis 1% à moi. Tandis que l'autre, le même fonds qui est à 2%, c'est fait pour les clients qui chargent, c'est fait pour les conseillers qui chargent pas leur 1%. Qui veulent être payés à travers, le fonds. Parce que je l'ai dit tantôt, il y en a qui sont payés, c'est le fonds qui les paye. Donc, c'est comme s'ils ont déjà intégré la rémunération. Mais la différence est, la majorité ou une grande partie des gens qui utilisent ce genre de fonds-là, moi, le 1% que je charge, parce qu'il y a un service continu, là, mes clients, on les rencontre chaque année, on regarde la fiscalité. Tu ne payes pas le 1% juste comme ça. Tandis que les gens qui payent 2%, souvent, ils n'ont pas de service. Une fois qu'ils ont donné leur affaire, ils ont vendu, ils ont eu leur commission. C'est rare qu'ils disent, oh, écoute, il a refait mes testaments, il met mandat avec moi, il a collaboré avec... Non, mais c'est ça l'affaire. Ils sont souvent utilisés par des gens qui font juste vendre des fonds. Donc, tu payes 2% sans service. Donc, tu expliquer, juste revenir sur, vous chargez, pas vous, mais je parle d'un gestionnaire de portefeuille va facturer 1%, mais le fonds va quand même conserver un 1%. Non. C'est ça? Là, peut-être ça, j'ai mal compris. Non. Parce que tu disais dans 1% puis 1,5%, j'ai peut-être... Non, mais dans le sens que, moi, je charge 1% de mes services, qu'importe, notre firme charge 1% de nos services, qu'importe comment on bâtit le portefeuille. Si on met des actions, des FNB, des obligations, on charge 1% sur la valeur du portefeuille. Mais si je mets des FNB, justement des fonds négociés en bourse, de Vanguard, il y a un frais de gestion à l'intérieur de ce fonds négocié en bourse-là de 0.25. Donc, donc là, ce client-là, au total, il paie 1% à TMA et 0.25 à Vanguard. Mais moi, je dois lui dire quand même, voici les frais totaux. Et je dois lui montrer pourquoi il paie le 1% à moi. Mais moi, si je charge 1% et j'utilise aussi un fonds de catégorie A qui charge 2%, le client va être payé. Là, il va payer 3%. Donc, quand on charge nos frais, on doit aussi, en plus de chercher
les bons véhicules de placement pour nos clients. On veut chercher ceux qui sont quand même efficaces au niveau des frais, de la fiscalité interne des portefeuilles. Donc, en tout cas. Ben, on pourrait aller voir la banque Jerry puis dire, écoute, je vois que tu me proposes Fonds A. fonds avec des A. Moi, j'aimerais ça fonds avec série F. Juste lui dire comme ça, puis il peut le changer tout seul ou malheureusement, il n'y aura pas... Donc, moi, des fois, il y a des contacts, des amis qui, tu sais, moi, c'est ma passion, là, la finance, les investissements. Donc, des fois, quand il y a des amis qui m'appellent, je peux pas les prendre comme clients, mais ça me fait plaisir de les aider s'ils veulent me montrer leurs affaires. Puis souvent, je leur dis, comme tu viens de dire là, va et puis demande ce type de fonds-là ou un fonds de fonds négocié en bourse qui coûte moins cher. Puis souvent, quand ils vont le voir, c'est là, quand tu le demandes, qu'ils vont dire... Que c'est disponible. Ouais, non, c'était toujours disponible. C'est là qu'ils vont dire, ah oui, on peut faire ça. Tu te dis, hey, moi, je vais aller mettre dans WebSimple, là, qui charge point, là, j'ai oublié, là, point 20 ou point 50. Ils sont comme, non, mais on a aussi des fonds de FNB. Puis tu regardes les rendements sont très similaires et tout. Donc, ça change pas que... Puis c'est rien contre les gens qui travaillent en banque. Ils ont vraiment, on leur dit, quand ils sont en général... puis encore une fois, c'est pas moi qui le dis, il y a un reportage là-dessus, il y a eu des enquêtes. Il y a une grosse motivation de leur dire, vous devez générer de l'argent pour la banque. C'est pour ça que chaque trimestre, ils font des milliards. Là, les banques vont toujours faire de l'argent. Ouais. On va revenir là-dessus. Là. C'est peut-être même moi qui ai plus de droits, c'est la seule chose. mais je dis, banque, c'est aussi les grosses compagnies de fonds mutuels. Tu regardes les fidélités et tout, tu regardes sur leur site. Un type de fonds, tu vas voir, il y a A, il y a F. Le système est fait comme ça où il y a différentes catégories. Pour les raisons que je disais, le A, c'est pour la personne qui cherche pas ses frais, mais après, c'est ça. En tant que client, quand tu sais qu'il y a un choix, tu veux pas, pour le même fonds, si c'est le bon fonds, tu veux pas payer 2%. À moins que la personne qui te fait payer 2% te donne une gamme de services qui vaut le 2%. Yeah. Mais si c'est juste pour placer ton argent, puis t'appelles quand c'est la saison derrière, pourquoi payer 2%? Le conseiller en succursale, c'est pas lui qui t'appelle chaque jour puis qui t'invite luncher pour te remercier d'avoir mis 10 000 $. Là. Et je vais juste le dire parce que des fois, tu dis le mot 2% en pourcentage, les gens sont comme 2%, oui, ben, bah, OK, c'est pas si pire. Mais les gens doivent faire le calcul. Là. Des fois, les gens ont réussi à accumuler 100 000, tu sais, 2%, c'est 2 000 par année. Puis je leur dis tout le temps, est-ce que tu sens, tu as eu du service pour 2 000 par année? 2 000 que tu payes chaque année. Si tu me dis qu'on appelle, hey, c'est la saison derrière, t'as-tu un 50 000, ça vaut 2 000 $. Donc, tu comprends? Donne-moi ton 100 000, je vais t'appeler une fois par année. Exact. Donc, c'est pour ça que 2%, ça sonne petit, mais j'invite les gens à faire le calcul puis se demander. Mais s'ils me disent, écoute, il était là quand mes parents étaient décédés, il m'a guidé, puis là, il m'a connecté. OK, si tu vois de la valeur pour ton 2%, reste avec ce conseiller-là. Parce qu'il y en a, il faut faire attention, il y en a vraiment qui ont à cœur leur job et qui font quand même tout ce qu'il faut faire pour ce client-là. Puis le client va le savoir. C'est le client qui va le savoir. Mais ça reste que, je reviens sur ton 2%, de dire, c'est juste 2%. Pourquoi je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, puis pourquoi ça devient, t'entends parler justement, on parlait des personnes sur les réseaux sociaux qui des rendements de 17%, 20%, toi qui es dans le milieu, moi qui est même pas dans le milieu, je peux dire, c'est pas tenable à long terme. C'est pas tenable à long terme. Ah non, mais c'est des rendements de 10, 15, 20%, c'est loin d'être la norme. C'est ça que j'allais dire, ça peut être vrai, mais c'est pas à ce qu'il faut s'attendre chaque année pour toujours. Puis ça peut être un placement, mais un portefeuille que pendant 10 ans a fait 17% par année. Non, mais BS, exactement. Là, c'est pas... Mais si on parle d'un portefeuille diversifié, parce que ça se peut que tu as acheté une action, donc c'est très concentré, très, très risqué, puis tu as eu plusieurs bonnes années. Est-ce que c'est la bonne façon d'investir à long terme? Non, parce que là, c'est très risqué. Des fois, les gens sont comme, je suis meilleur que la gestion de portefeuille, je fais 40% par année. Ah ouais, qu'est-ce que tu as fait? J'ai juste acheté Tesla. OK, tu as été chanceux, mais il y a des centaines d'exemples de personnes qui ont fait ça dans le passé, puis ils pensaient que c'était la compagnie qui allait toujours exister, puis la compagnie a eu quelque chose. Pas pour dire que ça va arriver à Tesla ou quoi que ce soit, mais les bonnes façons d'investir à long terme, quand tu veux pouvoir dormir sur deux oreilles, c'est d'acheter un panier, beaucoup de compagnies, parce que s'il y en a une ou deux qui font faillite là-dedans, tu perdras il y a quasiment aucune chance que tu perds complètement ton argent. Si tu achètes SP500, là, tu as 500 plus grandes compagnies aux États-Unis. Si les 500 plus grandes compagnies aux États-Unis disparaissent en même temps, donc là, ton placement va à zéro, c'est la fin du monde. Donc déjà là, il y a un astéroïde qui est tombé. Donc là, quand les gens disent la bourse c'est risqué, je fais risqué, mais ça dépend. Ça peut baisser, mais ça étonne les gens des fois. Il y a aucun moyen, aucune chance que tu perdes que ton argent aille à zéro. Impossible. Quand tu achètes un panier d'actions.
Puis les gens disent, oui, mais j'ai connu un nom qui a tout perdu. Ah, il a tout perdu. Est-ce que parce que lui a vendu au mauvais moment? Ça, c'est autre chose, là. Si tu paniques, tu vends, puis t'as fait de... Mais si tu comprends comment ça marche, tu restes investi. Si tout ton placement va à zéro, quand c'est pas du placement spéculatif, là, quand c'est un panier de bonnes compagnies, moi, je trouve, on peut jamais dire jamais, mais les risques sont vraiment minimes, là. Fait que dans ces cas-là, c'est ça que le 2-3% peut être énorme, parce que si un rendement moyen, je pense, de mémoire, tu me corriges, mais on parle de 7 à 9%, 2%, c'est énorme, là, que je viens de t'enlever, là. C'est le tiers de ton placement potentiel. Oui, je suis d'accord, mais j'ajoute toujours la nuance. Si quelqu'un paye 2%, moi, je trouve ça élevé, là, 2%. Mais si quelqu'un paye 2% et il voit vraiment de la valeur de ce 2%-là, il y a une nuance. C'est comme... Ça, c'est comme tu dis, t'avais raison. S'il y a un service qui vient avec ça... Oh, et quelle valeur tu mets à ce service-là? Et je donne toujours... les gens rient de moi des fois, là, mes voisins. Moi, je paye pour faire déneiger mes marches. Il y en a qui disent, pourquoi tu payes? Tu fais ça. Moi, je paye. Mais moi, c'est ma valeur. Moi, je veux pas avoir à gratter là. Moi, je sors... Le matin, mes marches sont déjà déneigées et tout. Parce que moi, c'est comme... T'as pas des enfants? Pourquoi tu payes déneiger? Non, mais ils sont trop jeunes pour l'instant. Après, je les paye. Mais c'est l'affaire, tu sais, mon voisin, il change, je le vois, il change l'huile dans son auto. Moi, je mets ça dans le garage. Mais je gère mon portefeuille. Mais il y en a, j'ai des clients qui me disent, moi, là, je suis content que tu t'en occupes. Donc, si quelqu'un voit de la valeur, et que ça soit 1, 2, 3, en espérant que c'est pas 2, 3 là, mais 1.5 jusqu'à 2, c'est correct parce qu'il y a vraiment des conseillers que leur structure fait qu'ils doivent charger 2% parce qu'ils ont des plus petits portefeuilles. Parce que 1% de 1 million, dans le million de 5 millions, c'est 10 000. Si quelqu'un a besoin de 10 000 pour que son modèle d'affaires fonctionne, mais prend des plus petits portefeuilles, il est obligé d'augmenter ses frais. Mais si, une fois qu'il a fait ça, il donne une gamme de services vraiment holistique. Quelqu'un peut dire, moi, je suis bien à payer ça. Je reviens payer 2% quand quelqu'un fait juste te faire un appel ou placer, ou même juste s'occupe de tes portefeuilles, il y a des meilleures options pour ça. Ça, c'est ce que je mets sur la table que les gens doivent penser. Je sais pas si vous êtes d'accord. Extrêmement d'accord, honnêtement, c'est, bref. On pourrait probablement faire beaucoup de chemin sur ça, puis en parler longtemps. Surtout, on voit qu'il y a quand même un manque de littératie financière dans la population. Puis c'est un des gros thèmes du podcast, du balado ces temps-ci. Là, c'est important de diffuser l'information. D'ailleurs, en termes de diffusion de l'information, tu as un podcast. Toi et en fait TMA avait un podcast qui permet justement d'acquérir plus de connaissances financières. Oui, et c'est drôle que tu parles de littératie financière. Ça, c'est non seulement c'est lié avec la finance, c'est une aussi de mes passions là. J'ai beaucoup de plaisir à partager l'information, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je suis impliqué dans plusieurs initiatives bénévolement aussi qui est liée à l'élévation financière des gens de différentes façons. Parce que veut ou pas, notre clientèle, c'est pas tout le monde qui a accès à nos services. Je pense que nos services sont formidables, mais on a décidé un modèle d'affaires où il faut atteindre un certain niveau. Donc c'est un autre moyen aussi pour moi d'aider les gens, de contribuer, et c'est de faire de l'éducation financière. Donc, le podcast qui s'appelle L'Investisseur Transformé, on l'a lancé il y a 3 ans. On a un en anglais, un en français. Moi, je m'occupe du français. C'est un podcast mensuel. Puis, oui, on fait ça sur plusieurs sujets, investissement, finance. On vient de sortir un épisode sur la philanthropie. Donc, ouais. Puis, on le trouve où? On le trouve sur toutes les plateformes de podcast, donc Apple. L'investisseur informé, c'est bien ça? L'investisseur transformé. Transformé. Oui. La version française, il y a le The Empowered Investor en anglais. Vous deux, vous êtes déjà venus sur le podcast, donc puis on se fait du fun là, c'est le fun. J'aime vraiment ça. C'est beaucoup de travail, comme vous savez, mais j'ai un plaisir à partager l'information. Ça c'est de ce côté-là, mais je rajouterais juste aussi parce qu'il y a vraiment un manque flagrant d'éducation financière en général dans la population. Il faut vraiment commencer l'éducation financière jeune avec nos enfants. Ça, c'est le message que je vais passer par rapport à ça, parce que des fois, on se dit, ils sont trop jeunes, peut-être à l'adolescence. De la même façon qu'on les enseigne des valeurs familiales, des valeurs de vie, des valeurs de société, il faut commencer à les inculquer très jeunes. Il y a des façons de le faire, là. On ne dit pas déjà, hey, quand est-ce que tu vas investir à un enfant de 3 ans, là? Mais ça commence jeune. Donc, moi, je dis aux gens, n'hésitez pas. C'est toujours tabou un peu, l'argent. Puis des fois, on le fait pas parce qu'aussi c'est intimidant, parce qu'on s'y connaît pas nous-mêmes. Mais il faut commencer à impliquer les enfants plus jeunes à parler d'argent. Super. Merci Ruben pour ton temps. Merci à vous deux. Ton expertise, c'est super apprécié. Merci également. Merci à vous de nous avoir écoutés. Puis, bonne journée. À la prochaine.